Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 22 mars 2026 et notre cher ami et frère Ray McGovern est avec nous. Bon retour parmi nous, Ray. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai un petit rhume, donc je vais prendre un bonbon pour la toux afin de ne déranger personne. Ray, laisse-moi commencer par la nouvelle escalade en cours. Donald Trump a lancé un ultimatum aux Iraniens. Il a déclaré que dans les 48 heures, il devait rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, il attaquerait tous les réseaux électriques en Iran. Il parle d'attaquer les réseaux électriques iraniens et de provoquer une catastrophe là-bas. Mais voici comment les Iraniens ont réagi jusqu'à présent. Nous avons appris du quartier général du CGRI qu'ils appellent le quartier général Khatam al-Anbiya. Et ils ont dit que si Donald Trump faisait cela, il fermerait complètement le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que les installations endommagées soient reconstruites et qu'il ciblerait tous les actifs énergétiques, des TIC et des infrastructures d'Israël, détruirait les entreprises régionales ayant des actionnaires américains et frapperait les centrales électriques dans les pays hébergeant des bases américaines. C'est une nouvelle escalade, Ray. Et Donald Trump est tellement obsédé par ce détroit d'Ormuz. Ce que nous savons à ce jour, c'est que le détroit n'est pas fermé. L'Iran essaie de le gérer. Certains navires peuvent passer, d'autres non. Cela signifie que les pays que l'Iran considère comme amis peuvent passer, mais pas les ennemis. Quelle est votre compréhension de cet ultimatum et de la manière dont Donald Trump, pourrait-on dire, devient de plus en plus désespéré d'un conflit avec l'Iran? Eh bien, il devient de plus en plus désespéré, et les mensonges qu'il raconte à propos du retrait d'avions, de capacité ou d'avoir vaincu ceci ou cela, ce ne sont que des mensonges. Je me demande simplement qui lui dit cela ou s'il invente tout ça de sa propre tête. Maintenant, notre ami le professeur Morandi a eu une interview hier avec Glenn Deason, et vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il va un peu plus loin que les gardiens de la révolution. Et je suis sûr qu'il essaye de prévenir Trump en lui disant « Écoutez, si personne d'autre ne vous en a parlé, les endroits où vous avez des bases sont incroyablement vulnérables. Je veux dire, parlons des troupes au sol. Mon Dieu, allez au Koweït ou ailleurs. » Voici ce qu'il a dit. Si les États-Unis utilisent des forces terrestres, eh bien, que se passerait-il si les Iraniens utilisaient des forces terrestres pour entrer au Koweït, avancer en Arabie Saoudite par le nord et depuis le Yémen du sud-ouest vers le nord et l'est? Qui va les arrêter? Il souligne que l'Arabie Saoudite a déjà montré son incompétence à bien des égards. Donc, il y a ça. Et aussi, il était question, si je ne me trompe pas, voyons, où est-ce? Oui, il est fait mention, du dessalement et d'autres infrastructures. Mon Dieu. Maintenant, vous savez à quel point Israël dépend du dessalement. Certains des habitants arabes autour du Golfe en dépendent également beaucoup. À mon avis, ces systèmes ne se réparent pas facilement. Alors, qui aura de l'eau à boire dans ces régions? Trump s'est lancé tête baissée. Il est conseillé par un général de l'armée de l'air qui dirige l'état-major interarmé et pense que les bombes gagnent toujours les guerres. Eh bien, il n'a jamais appris que les bombes ne gagnent jamais les guerres. Il faut bien plus que cela pour en gagner une. Et toute cette escapade dans laquelle Trump s'est engagé, vous savez, je regardais Sun Tzu l'autre jour et il dit tout ici. C'était en 500 avenue Justice, d'accord? Voici Sun Tzu. BC, okay? And here's Sun Tzu. La diplomatie et le renseignement militaire doivent être utilisés pour éviter la possibilité d'une guerre. C'est une obligation. Il faut s'y préparer avec une extrême délicatesse si la guerre est inévitable
et avec une profonde réflexion, d'accord? Et lorsque l'ennemi est vaincu, il faut respecter l'adversaire soumis et ne pas en abuser. Une fois l'engagement terminé, les troupes victorieuses doivent rentrer chez elles afin que le coût de leur maintien dans un lieu lointain ne vide pas les ressources du pays triomphant. C'est une manière assez élégante d'exprimer ce que nous, en tant que chefs de section d'infanterie, avons appris dans les années 1960. Et Nima, cela te paraîtra peut-être un peu naïf, à toi ou à d'autres, mais on nous a inculqué l'idée qu'avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer l'escouade, 9 personnes, il faut faire une estimation de la situation. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai noté certaines choses dont je me souviens. Ennemis? D'accord, combien sont-ils? Comment sont-ils armés? Quelle est leur motivation, leur morale, et quel est leur enjeu dans tout ça? Quelle est leur résilience? Comment peuvent-ils être renforcés si nécessaire? D'accord, ça c'est l'ennemi. Les deux autres sont très simples. Le terrain, n'est-ce pas? La météo. Et puis le dernier, c'est les LOC, L-O-C-S, les lignes de communication et de ravitaillement. Eh bien, je veux dire, les généraux n'apprennent-ils pas ça? J'imagine que les généraux de l'armée de l'air ne l'apprennent pas, parce que c'est vraiment terrible. Ce n'est pas seulement Sun Tzu, c'est aussi le centre d'entraînement d'infanterie de Fort Benning, où j'ai passé un moment pas très agréable au début des années 60. Pourquoi tout cela est-il fait? Eh bien, pas pour défendre les États-Unis. Je veux dire, il n'y a aucune menace, qu'elle soit imminente ou, si ce mot existe, non imminente. Même si c'est une menace lointaine, il n'y a toujours aucune menace pour les États-Unis. Netanyahou, qui tient le volant ici, a convaincu Trump qu'il s'agissait d'une menace pour Israël et que c'était le moment d'y aller et de les anéantir. Maintenant, beaucoup de choses positives se produisent aussi. J'ai lu ce matin que le principal enquêteur, Karim Khan de la CPI, a été blanchi des accusations inventées d'abus sexuels. Très bien. Cela signifie que Netanyahou et Gallant, si je me souviens bien, vont désormais être poursuivis d'une manière qui n'était pas possible lorsque le procureur en chef avait dû se retirer en mai dernier. Donc certaines personnes examinent cette affaire de manière plus réfléchie. Pas Trump, cependant, et cette histoire de 48 heures. Je veux dire, s'il met ça à exécution, mon Dieu, j'espère simplement que les Israéliens eux-mêmes, puis les États du Golfe, diront « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Regardez ce que cela signifie pour nous. » Et s'il réagit en disant « Je me fiche complètement de ce que cela signifie pour vous », peut-être que ça fera baisser la tension dans la rue et qu'on n'aura pas à payer $9 le gallon d'essence juste avant l'élection de novembre. C'est tellement cynique. Et hélas, je dirais simplement qu'il avance à l'aveugle. Vous savez, j'étais un analyste du renseignement très fier, parce qu'à mon époque, nous étions en quelque sorte la première ligne de défense, n'est-ce pas? Nous anticipions les véritables menaces. Si c'était imminent, eh bien, il y avait très peu de menaces imminentes, et nous en anticipions la plupart. Celle que nous n'avons pas vue venir, c'était la crise des missiles de Cuba. Mais c'est une autre histoire. J'étais fier de servir dans cette fonction de première ligne, d'être la première mesure de défense. Nous pourrions en parler si vous le souhaitez, mais le véritable jugement courageux en matière de renseignement est venu après que mes anciens collègues ont produit une fausse estimation, de fausses informations pour justifier la guerre en Irak. Quelqu'un de sensé a alors dit « Mon Dieu, ces néoconservateurs, ils vont maintenant s'en prendre à l'Iran. » Comment pouvons-nous empêcher « Oh, ils vont dire qu'ils ont des armes nucléaires ». Publions notre évaluation nationale du renseignement et voyons à quel point ils sont proches d'en obtenir une. Je vais simplement le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Ce jugement, rendu en novembre 2007, à l'unanimité, par les 16 agences de renseignement de l'époque,
et avec un haut degré de confiance, affirmait que l'Iran avait cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'avait pas repris ses travaux. Ce jugement a tenu. C'est pourquoi j'étais très fier de mon soutien annuel à la CIA. Il a tenu jusqu'à l'année dernière seulement. En mars dernier, Tulsi Gabbard a dit la même chose. Elle a même affirmé qu'il existait une fatwa, un décret religieux, interdisant la possession d'une arme nucléaire. Et à cette époque, en mars de l'année dernière, rien n'indiquait que cette fatwa allait être modifiée. J'étais donc très fier de ces gens pour avoir tenu bon. Je veux dire, la pression devait être énorme, d'accord? Contrairement à l'Irak, ils ont tenu leur position jusqu'à cette semaine, lorsque Tulsi Gabbard a tout révélé de la manière la plus obséquieuse qui soit. Cela me fait mal rien que d'y repenser. Ray, l'autre événement important d'hier, c'était l'attaque contre Dimona. Ils ont envoyé un seul missile et il a atteint sa cible, juste pour montrer que c'était un avertissement pour les Israéliens, qu'ils peuvent le faire quand et où ils le veulent. Et quel est le calcul du côté des Israéliens quand on entend cela? Parce qu'il semble que les Israéliens soient, vous savez, aux commandes de ce qui se passe. Donald Trump ne dirige pas vraiment la situation, et il obéit d'une certaine manière à tout ce que Netanyahou demande. Quelle est votre compréhension de cela? Parce qu'Israël, regardez Tel Aviv, regardez Haïfa. Haïfa a été attaqué par des missiles iraniens, ainsi que la raffinerie de Haïfa. Regardez Tel Aviv aujourd'hui. Cela devient, en quelque sorte, comme Gaza. Et les deux cibles à Arad et à Dimona, ils les ont frappés avec 2 missiles hypersoniques et ils ont atteint leur cible sans rencontrer, vous savez, aucune difficulté de la part du système de défense aérienne israélien. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, j'ai vu la vidéo. Peut-être que toi aussi. Ils ont envoyé quelque chose pour l'intercepter et oups, ça n'a pas marché. Alors Trump se vante que leur système de défense aérienne a été complètement anéanti ou que les Iraniens ont gagné. En réalité, c'est celui d'Israël qui n'est pas impénétrable. En d'autres termes, nous avons le dôme de fer, nous avons les missiles THAAD, nous avons les missiles Patriot. Oh là là, on a tout ce qu'il faut. Mais comme nous l'avions dit à Ronald Reagan dans les années 80, n'importe quoi peut traverser un système de défense aérienne, un système antibalistique. Il y a toujours des leurres. Et dans ce cas, il n'y en avait même pas besoin. C'était juste incroyablement rapide. Quand on regarde le missile israélien, je ne sais pas de quel type il s'agissait, sans doute fourni par les États-Unis, il a juste « Ah, le voilà !» Mais il ne l'a pas intercepté. Donc tu as raison, je pense. Les Iraniens vont dire « Regardez, le prochain pourrait aller directement à Dimona et anéantir, pardonnez le mot, votre installation de traitement nucléaire ou de plutonium. » Alors voyez, ne réalisez-vous pas que nous avons cette capacité et ne comprenez-vous pas que vous ne pouvez pas vous en défendre? Nous frappons aussi Tel Aviv maintenant. Vous savez, vous ne pouvez garder cela secret que pendant un certain temps. Il y a là-bas des correspondants ou des journalistes très courageux qui signalent ce qui se passe en Israël. Donc oui, je pense que, si rien d'autre, cela dément l'idée que nous disposons d'un système antimissile impénétrable. Ils peuvent semer le chaos, c'est-à-dire les Iraniens, et, vous savez, ils pourraient utiliser ces bombes à sous-munitions, ou quel que soit le nom qu'ils leur donnent, celles qui dispersent environ 25 petites bombes chacune sur une zone. Ouais, c'est ça. Alors je ne sais pas. Vous savez, je disais autrefois que quelqu'un de sensé pourrait aller voir Trump, le secouer un peu et lui dire non, tu as été mal conseillé sur ce point. Ce n'est pas une situation gagnante.
fait le meilleur accord possible. Maintenant, je pense que cela s'est produit il y a environ 2 semaines. Et qu'a fait Trump? Il a pris le téléphone et a appelé Poutine. « Hé, tu peux m'aider là-dessus ?» Eh bien, ce n'est pas très clair ce que Poutine a dit. Ce que Trump a dit à propos de Poutine, c'est « Oh oui, il est prêt à aider. Il serait ravi de le faire. » Eh bien, je ne pense pas que Trump obtiendra une aide réelle de la part de Poutine sur ces questions. En fait, je pense que plus cette affaire dure, plus les Russes fourniront des armes, comme ils le font habituellement avec leurs proches alliés, et les Chinois aussi. Nous avons donc ici la Chine, la Russie et l'Iran formant une sorte de triangle. Et il n'y a rien que les bombes américaines puissent faire pour gagner cette guerre. Je ne sais pas comment faire comprendre cela à Trump et lui donner une leçon élémentaire de Sun Tzu, ou même ce que nous, officiers d'infanterie, avons appris comme estimation de la situation. C'est insensé. Alors, 48 heures, qu'en penses-tu? Que crois-tu qu'il va se passer? What do you think? What do you think is going to happen? Oui, je pense que c'est possible. Parce que Donald Trump est en quelque sorte. Tu te souviens quand il essayait de convaincre le Hamas de se désarmer? Il a dit 48 heures. Vous devez vous désarmer, je vais vous frapper plus fort que... Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, ce type est tellement porté sur l'usage de ce genre de langage pour mettre la pression. Mais les Iraniens le savent. Ils étaient préparés à cette guerre. Comment vois-tu l'Iran dans la manière dont il réagit aux attaques des États-Unis et d'Israël jusqu'à présent? Parce qu'il semble qu'ils n'escaladent pas. Ils répondent aux escalades. Mais leur réponse à ces escalades consiste en quelque sorte à tout détruire lorsqu'ils réagissent à ce que mènent les États-Unis et Israël. Eh bien, vous savez, il est difficile de croire que Trump puisse dire « Oh, personne ne m'a prévenu à propos du détroit d'Ormuz. Personne ne m'a prévenu à propos de ceci, de cela ou d'autre chose. » Et quand on regarde les gens qui l'entourent, Rubio, Haqqani, le général Raising Cane, qui d'autre? Peut-être J.D. Vance. Ces gens-là sont vraiment des ignares. Vous savez, je les appelle ainsi en utilisant un terme allemand que je n'emploierai pas ici. Mais ils ne savent pas où ils en sont. Et ils ne connaissent pas seulement pas Sun Tzu, mais je me demande bien où Haqqani a appris le commandement d'infanterie, car il n'a jamais appris à faire une évaluation de base de la situation. Et il dirige des troupes. Si ces marines ne bougent pas les toilettes de ces navires de débarquement, s'ils font simplement ce qu'on leur dit, je veux dire, je crains pour le commandant des marines, car il est dans une position terrible. Vous l'avez vu là-haut, en train d'informer tout le monde. Quel genre de marine permettrait que ces troupes soient envoyées dans un carnage? Ce n'est pas comme combattre les Japonais sur les îles. C'est mener une guerre inutile pour Benjamin Netanyahou. Une guerre de choix dans laquelle nous n'aurions jamais dû nous engager. Ray, il y a des gens aux États-Unis, démocrates et républicains, qui sont contre cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. L'un d'eux est Joe Kent, qui a finalement décidé de quitter son poste parce qu'il a dit que cela ne profiterait ni aux États-Unis ni à l'agenda qu'ils avaient. Il a voté pour Donald Trump, mais il ne voulait pas d'une guerre au Moyen-Orient, car il a perdu sa femme en Syrie. Il sait ce qu'est le champ de bataille, ce qu'est la réalité des combats au Moyen-Orient, et il ne retrouve pas ce type de compréhension au sein de l'administration Trump. C'est pourquoi il a décidé de partir, de démissionner de l'administration Trump. Comment as-tu perçu sa démission et la manière dont il essaye d'en parler, de convaincre, de faire pression sur l'administration Trump? Je ne vois pas cela se produire, mais c'était une démarche importante de sa part.
Eh bien, vous savez, vous avez parlé de conscience. Je vais simplement lire 2 phrases qui ont été essentielles pour moi. Je les ai notées ici. Lorsqu'il a écrit au président, il a dit, je cite, « Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation. Et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Waouh! C'est unique. C'est un homme qui non seulement a le courage de démissionner, mais qui ne va pas le faire en silence. Il va dire, écoutez, j'ai beaucoup appris depuis que j'étais soldat d'infanterie, membre des forces spéciales, et je ne peux tout simplement pas croire qu'une telle stupidité puisse être commise au plus haut niveau. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai toujours soutenu, entièrement. Mais mon Dieu, faire cela, ces mots encore, en raison de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Voilà. Et un colonel, je veux dire, il est unique parmi ceux qui diraient une telle chose. Maintenant, en partie, à mon avis, c'est qu'il ne fait pas encore vraiment partie du système. Je veux dire, il est allé en Irak 11 fois. C'est un soldat de combat, un gars des forces spéciales. Et tout à coup, il devient, grâce à ses mérites, le chef de ce Centre national du contre-espionnage. Mais il n'est à la CIA que depuis trop peu de temps pour comprendre comment cela fonctionne, Monsieur Joe. Voici comment ça fonctionne. Et si tu regardes attentivement cette interview de Tucker Carlson, tu verras que Joe est vraiment troublé par ce qu'il ne comprend pas. Il y a une main cachée derrière tout ça. Je n'ai pas encore compris, dit Joe Kent. C'est soutenu par le lobby et par une incroyable campagne médiatique ouverte. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et si ma mémoire est bonne, il a même évoqué l'affaire Charlie Kirk, en disant, tu sais, certaines choses sont étouffées et d'autres ne sont pas enquêtées. Et nous, on essaie. Oui, c'est vrai, il l'a fait. Il est entré dans les détails. Il a dit, tu sais, on essaie d'enquêter sur ce qui s'est passé. Charlie, va-t'en. On est exclu de tout ça. Et le FBI a dit, non, 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 on s'en occupe. C'est réglé. Très bien. Eh bien, Joe Kent est un homme d'expérience et de principe. Une expérience personnelle. Notamment le fait que sa femme a été tuée par des soi-disant terroristes modérés. Des terroristes modérés. Tu te souviens? Il y avait les mauvais terroristes et puis les terroristes modérés. Il y avait des terroristes modérés à l'ouest de la Syrie que la CIA formait et soutenait. Et puis, au nord, il y avait des terroristes modérés soutenus par l'armée américaine et tout le reste. Eh bien, tu sais, il sait par expérience personnelle que c'est pour cette raison que sa femme a été tuée. Non seulement ça, mais ils étaient censés foutre le camp de là. Et la bureaucratie, ou le courant souterrain plus sinistre, les en a empêchés. Donc, ce que Joe dit ici à la fin, c'est « Écoutez, je suis nouveau dans tout ça, mais je ressens quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. » L'affaire Charlie Kirk est une chose, et il a parlé d'autres sujets. On pourrait donc dire que Joe est un homme honnête, admettant qu'il existe ici des forces à l'œuvre qui ont empêché sa femme de quitter la Syrie quand elle était censée le faire. Et il y a aussi des forces à l'œuvre qui amènent le président à exécuter les volontés d'une personne comme Netanyahou. Non seulement quelqu'un qui commet un génocide, non seulement quelqu'un qui impose la famine, mais quelqu'un qui détient du matériel de chantage sur notre président. Il possède une véritable mine d'informations, les dossiers Epstein. Les siens ne sont pas expurgés, pas censurés. Il n'y a pas de noir sur les siens. Et je suis désormais convaincu que c'est l'un des moyens de pression que Netanyahou exerce sur notre président. Et notre président prendrait-il des décisions bouleversantes simplement pour éviter que tout cela ne soit révélé? Je ne le croirais pas incapable de le faire. S'il commet un génocide, s'il impose une famine forcée, il ferait cela aussi. Il utiliserait ce levier.
Ce qui m'inquiète vraiment dans une situation extrême, et je pense que c'est probable, c'est que les Iraniens ont la capacité de mettre Netanyahou dans une position extrême, en d'autres termes, dos au mur. Utiliserait-il ses armes nucléaires? Eh bien, je pense qu'il y a plus de chances qu'il le fasse que l'inverse. Nous sommes donc face à une situation unique. Cela fait longtemps que je suis dans ce domaine, Nima, 6 décennies, professionnellement, et je n'ai pas vu, depuis la crise des missiles de Cuba, une confrontation où une partie disposant d'armes nucléaires est poussée à décider entre se retirer honteusement ou les utiliser. J'aimerais que quelqu'un me convainque qu'il ne les utiliserait pas. I would like to have somebody persuade me he would not use them. Ray, je pense que c'est un problème majeur, l'utilisation d'armes nucléaires. Si Netanyahou décidait réellement de les utiliser, quel en serait le résultat? D'après ce que j'ai vu, les Iraniens sont militairement, stratégiquement et économiquement préparés à cette guerre. Je ne connais pas la réponse à ta question. Si Netanyahou passe au nucléaire, quelle serait la réaction des Iraniens? Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu de la confiance chez les Sourson avec qui j'ai parlé. Je suis désolé, vous pouvez répéter. Les mêmes personnes à qui j'ai demandé quelle serait la réaction de l'Iran si Netanyahou passait au nucléaire semblaient confiantes qu'elles sauraient gérer la situation correctement. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais il me semble qu'elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Oui, on peut parier sans risque que Netanyahou lui-même et Israël seraient anéantis. Tu vois, regarde la différence de taille entre les pays. Regarde le fait que l'Iran est si vaste et que ses installations clés sont réparties un peu partout. Combien d'armes nucléaires Netanyahou possède-t-il? Comment les livrerait-il? Eh bien, je suppose, tu sais, je repense à John Kennedy. Je crois qu'il est juste derrière moi, là. D'accord. Ouais. John Kennedy m'a fait venir à Washington en 1963. D'accord? Je veux dire, moi et des milliers d'autres qui voulaient faire quelque chose pour notre pays, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce discours du 10 juin 1963, il a dit « Écoutez, la pire chose que nous puissions faire en tant que 2 puissances nucléaires, c'est de nous retrouver face à un choix entre une retraite humiliante et l'emploi d'armes nucléaires. » Alors, de quoi parlait-il? Il parlait de ce qui s'était passé seulement 8 mois plus tôt. Et heureusement, Kennedy, son frère et d'autres ont été assez habiles pour parler à Khrouchtchev et le convaincre. Écoutez, on va vous ménager, on retirera ces missiles de Turquie, mais il faut vraiment que vous enleviez les vôtres. Eh bien, je me souviens, j'étais à Fort Benning à l'époque, bon sang, et il n'y avait pas d'armes là-bas. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes à Key West. Bon, c'était en 1963. Kennedy, bien sûr, a été écarté, selon moi, surtout parce qu'il cherchait à se rapprocher de la Russie pour établir une relation plus décente. Il avait souligné dans ce discours que fait presque unique parmi les grandes puissances du monde, les États-Unis et la Russie n'avaient jamais été en guerre l'un contre l'autre. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à John Kennedy, vous ne pourriez pas faire mieux que de lire le livre John Kennedy and the Unspeakable de James Douglas. John Kennedy and the Unspeakable by James Douglas. So, what I'm saying here is, it's been a long time. Ce que je veux dire ici, c'est que cela fait longtemps, depuis 1963. Je ne suis pas très fort en calcul, mais c'est la première fois que nous sommes confrontés à une situation où Netanyahou pourrait devoir choisir entre une défaite humiliante et l'utilisation d'une arme nucléaire. Et je ne sais pas. Je ne pense pas, et c'est là l'essentiel, je ne pense pas que même si Trump lui-même disait « S'il te plaît, ne fais pas ça, ce serait vraiment stupide », Netanyahou demanderait, comme à son habitude, la permission. Après avoir utilisé ses armes, il demanderait pardon en disant « Eh bien, nous devions le faire ».
Et obtiendrait-il ce pardon? Mon Dieu, je n'en sais rien. Voilà donc ma principale inquiétude à moyen terme. À court terme, il y aura presque certainement une attaque sous faux drapeau d'une sorte ou d'une autre. En d'autres termes, ils accuseront les Iraniens d'un acte qui tuera beaucoup d'Américains. They will blame the Iranians for something that kills a lot of Americans. Now, whether they're in the Persian Gulf area, Que ce soit dans la région du Golfe Persique ou à New York, cela s'est déjà produit, vous savez. Peu importe où il se trouve, ce sera l'une des flèches dans le carquois de Netanyahou. Et les Israéliens n'ont jamais hésité à faire ce genre de choses auparavant. Ils ont cette bande des 4 à la Maison-Blanche. Trump, peut-être Rubio, le général de l'Air Force, et peut-être Vance. Que ferait-il? Il blâmerait probablement quelqu'un. Il ne s'opposerait pas à ce que Netanyahou pourrait faire. Nous sommes donc dans une sacrée impasse. Et ce ne serait pas si grave si notre père fondateur, George Washington, vous savez, nous avons maintenant 250 ans, l'Amérique, dont je suis si fier d'être citoyen, n'avait pas mis en garde en quittant ses fonctions contre les alliances contraignantes. Il a averti de ne pas agir pour un autre pays lorsque cela ne coïncide pas avec nos propres intérêts. Si tu retournes à cette époque, tu peux voir que la France, qui nous avait beaucoup aidés pendant la Révolution, aurait dit « Oh, allez, venez donc, nous combattons les Britanniques. Vous savez comment combattre les Britanniques. Vous avez fait un excellent travail, venez, aidez-nous. » Pas question. John Quincy Adams pensait de la même manière. Alors, toute cette histoire, qu'elle ait jamais été apprise par Trump et sa coterie ou non, est passée par la fenêtre, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent même pas Sun Tzu. Ils ne savent pas comment évaluer une situation. Nous sommes dans une situation vraiment périlleuse. Je ne sais pas. Eh bien, je pense que la seule solution que nous ayons, c'est simplement de faire circuler l'information. Maintenant, Max Blumenthal était récemment avec le juge, et ce qu'il a dit, c'est « Écoutez, n'oublions pas que nous faisons des progrès ici. Il y a tellement de choses du côté alternatif. » Det är inte trängsamt av Amtaba. En hänsen fäcka kusho. Oh ouais. Oh, vraiment? D'accord, désolé pour ça. Je pensais l'avoir éteint. Ça va maintenant. Désolé. Ouais, ça va. Laissez-moi m'assurer que c'est éteint. Je ne sais pas comment c'est passé. Enfin, j'ai oublié où nous en étions. Oui, Ray. Laisse-moi te poser cette question, car elle est très importante, compte tenu de ton expérience et de ta compréhension du renseignement américain. Tu sais, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le cas de l'Iran, avec la guerre contre l'Iran. À mon avis, nous parlons de ce qui se passe sur le plan militaire, avec les missiles et les systèmes de défense aérienne. Mais avant que toute cette folie n'éclate, c'était un échec colossal du renseignement. Il semble que les États-Unis, ou l'administration Trump, étaient convaincus que s'ils lançaient cette guerre, en 4 jours, ils allaient tout détruire et provoquer un changement de régime en Iran. Et pas seulement les États-Unis, ils ont convaincu les États arabes du Golfe Persique, et même Modi, je dirais, étaient convaincus qu'ils allaient provoquer un changement de régime en Iran. Cela aurait apporté autre chose à l'Iran, quelque chose de plus favorable à ce que les États-Unis veulent faire au Moyen-Orient. Mais ce fut un échec du renseignement, un échec colossal du renseignement. Pourquoi cela s'est-il produit, selon vous? Était-ce à cause de Donald Trump, qui ne voulait pas comprendre la situation? Était-ce à cause des informations fournies à l'administration? Ou était-ce autre chose? Nima, c'est la question à 64 000 $. À mon avis, nous avons ici un narcissique délirant au pouvoir, et il sait qu'il détient ce pouvoir. Pete Hegseth entretient et encourage cette illusion. Marco Rubio, le voir suivre Trump lors de cette conférence de presse l'autre jour,
Il est là parce qu'il veut être président la prochaine fois. Et il n'y a personne autour pour dire au président ce qu'il ne veut pas entendre. Maintenant, il est difficile d'éprouver de la compassion pour Tulsi Gabbard, mais j'ai presque eu ce sentiment. Je veux dire, elle s'est fait cuisiner par ce sénateur de Géorgie, Jon Ossoff. Tulsi, vous avez dit qu'après la guerre de juin de l'année dernière, votre traitement énergétique, avait été anéanti. Et ensuite, vous avez déclaré, ici même au bas de la page 6 de votre témoignage préparé, qu'il n'y a aucune preuve qu'il travaille à le rétablir, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, vous avez oublié de lire ce passage. Well, now, you forgot to read that. You forgot to read that, Tulsi Gabbard. So tell me. Tu as oublié de lire ça, Tulsi Gabbard. Alors dis-moi, si cela a été anéanti et qu'il n'y a aucun moyen de le désanéantir, pourquoi dis-tu qu'il y a une menace imminente? Et elle a répondu, eh bien, vous savez, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est au président seul d'en juger. Et Ossoff, à son crédit, a dit, écoutez, c'est le rapport annuel sur les menaces. Vous savez, c'est le rapport annuel sur les menaces. L'an dernier, vous aviez été assez franche. Pourquoi ne pas dire cette année ce que vous pensez vraiment? Et en ce qui concerne, non pas l'enrichissement, mais la fabrication d'une arme nucléaire, ce qui, comme je l'ai déjà dit, est affirmé de manière constante depuis 2007 dans ses rapports ou conférences mondiaux, la conclusion est qu'il n'y travaille pas. Que dit celui-ci? Que dit cette évaluation annuelle des menaces? 0 sur cette question capitale. Je crois que j'ai une note ici. Je vais simplement vous lire ce qu'elle dit. La voici. What it says, which is, here it is. Okay, it says, quote, we are D'accord. Il est écrit, je cite, « Nous surveillons les capacités iraniennes liées aux armes de destruction massive ainsi que leurs actions à la suite du lancement de l'opération Fureur épique. » Oh, n'est-ce pas intéressant? Donc ces sénateurs, certains ont eu le courage de dire, vous savez, non, ce n'est pas tout à fait juste. On ne peut pas dire qu'il y a une menace imminente si l'on affirme qu'elle a été anéantie. N'est-ce pas curieux que l'évaluation annuelle de la menace ait utilisé le mot « anéanti » ? Avant, on disait « détruite ». Ont-ils utilisé « anéanti » parce que c'est le mot préféré du président Trump? Je suppose que oui. Ce n'est pas permis. Ma première contribution, c'était sur les relations sino-soviétiques, les relations russes avec la Chine en 1964. D'accord? Russian relations with China in 1964, okay? We gave it to LBJ. Nous l'avons remis à LBJ, et c'était une évaluation honnête de ce que nous ressentions. Ma partie portait sur les soviétiques. Donc cela remonte à loin. À cette époque, nous appelions cela le rapport annuel ou quelque chose du genre. Nous ne parlions pas d'évaluation de la menace ou de ce genre de choses. Mais c'est désormais exigé par le Congrès. Et vous savez, elle a pratiquement commis un parjure. Mais tout repose sur le mot « imminent ». Et on peut trouver beaucoup d'avocats pour dire que, eh bien, « imminent » ne veut pas vraiment dire « imminent », ou peut-être que si. Mais vous voyez. Donc, elle tournait autour du pot. À son crédit, elle avait indiqué au bas de la page 6 de son témoignage écrit préparé qu'elle avait remis à ses sénateurs avant la réunion que tout était anéanti et qu'il n'y avait aucun signe que cela serait rétabli. D'accord? Et un seul des sénateurs a remarqué ce parallèle. Maintenant, deux d'entre eux, le sénateur Warner a aussi posé la question. Alors, quelle est la conclusion? Les sénateurs ont fait valoir leur point de vue. Vont-ils faire quelque chose à ce sujet? Il y a de fortes chances qu'ils ne fassent absolument rien. Pourquoi? Parce que eux aussi subissent ce que Joe Kent a appelé la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. La plupart d'entre eux sont financés jusqu'au cou par le lobby de l'AIPAC, et la plupart pensent probablement que Netanyahou tire les ficelles. Mais c'est avec cela que nous devons composer, car, eh bien, ce ne sont pas des gens très futés, et ce ne serait pas si grave si des vies américaines n'étaient pas en danger.
Et je me sens vraiment désolé pour ces marines s'ils sont envoyés à nouveau au combat. J'ai vu les falaises du détroit d'Ormuz. Mon Dieu, elles sont pires que celles de Normandie, pour l'amour du ciel. Vous le savez probablement mieux que moi. Mais il n'y a aucun moyen que le détroit reste ouvert, à moins que les Iraniens ne soient convaincus de le permettre. Il est ouvert aux navires chinois et à ceux qui paient en yuan. Mon Dieu, qu'adviendra-t-il du dollar? Donc ce n'était pas possible. Je vais juste dire une chose de plus. Je crois qu'il y a environ 4 semaines, Nima, toi et moi en avons parlé. Nous avons énuméré toutes les raisons pour lesquelles ce serait insensé de le faire. Le golfe d'Ormuz, les prix de l'essence, les élections à venir et tout le reste. Et notre conclusion logique était que, malgré tous ces armements, ces navires et tout ce qui se dirigeait dans cette direction, il serait fou de faire cela. Eh bien, c'est la leçon ici. Il est un peu fou. Et que fera-t-il d'autre? Mon Dieu, 48 heures. Eh bien, il nous en reste 24 maintenant. Quoi qu'il en soit, s'il fait cela, beaucoup de gens vont subir de vrais dégâts, notamment Israël. Et le dessalement. J'ai été dans des endroits où je ne pouvais pas avoir d'eau. Vous voyez? Et ne pas pouvoir avoir d'eau. C'est quelque chose de grave que la plupart des gens à Washington n'ont jamais connu et dont ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Ray, d'après ce que je comprends de la manière dont Washington perçoit la Russie, l'Iran et la Chine, la plupart des personnes qui fournissent des informations à Washington détestent profondément ces pays. Les analystes spécialisés sur la Russie, l'Iran et la Chine à Washington, ils détestent tous la Russie, la Chine et l'Iran. Je ne sais pas, mais le résultat d'un tel ressentiment ne sera sûrement pas bénéfique pour Washington. Pourtant, ils semblent très à l'aise avec ce qu'ils reçoivent de ces analystes. Alors, qui est responsable de cela? Who's responsible for that? Well, it has to do with careerism and integrity. Eh bien, cela a à voir avec le carriérisme et l'intégrité. J'étais aux premières loges pour observer la corruption de la section analytique de la CIA lorsque Bill Casey, un guerrier de la guerre froide qui détestait la Russie, et Bobby Gates, son adjoint chargé de l'analyse, ont commencé à nommer des gens prêts à affirmer que les Russes ne changeraient jamais, au grand jamais. Gorbatchev n'était, disait-il, qu'un communiste rusé. Il répétait à tout le monde, « Écoutez, le Parti communiste de l'Union soviétique ne renoncera jamais au pouvoir sans lutte. » Non, il se trompait là-dessus. Mais dans le processus, ils ont placé à des postes de direction des responsables malléables, dont un type qui ne connaissait absolument rien à la Russie, à la tête de la division russe. Toutes sortes de personnes étaient en réalité simplement intéressées par leur avancement, obtenir des augmentations de salaire et ainsi de suite. Et cela s'est concrétisé pendant la période précédant la guerre en Irak, car il ne restait plus personne pour tenir tête à Dick Cheney et George Bush et dire « Nous ne participerons pas à cette mascarade ». Ainsi, George Tenet, qui était alors directeur du renseignement central, a évité de réaliser une évaluation nationale du renseignement. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle ne résisterait pas à un examen approfondi s'ils étaient honnêtes. Alors Dick Durbin, un sénateur de l'Illinois, a appelé Bob Graham, qui présidait la commission du renseignement du Sénat, et lui a dit « Écoute, exige une évaluation, pour l'amour de Dieu. » Ils veulent qu'on vote la guerre en octobre, qu'ils fassent une estimation avant. Et Graham dit, « Tu crois? » Bref, il a essayé. Il a rappelé Durbin. Maintenant, ils disent qu'ils sont trop occupés. Durbin a dit, « Pour l'amour de Dieu, dis-leur qu'il n'y aura aucun vote sur la guerre, à moins qu'ils ne fassent une évaluation nationale du renseignement sur les armes de destruction massive en Irak et sur les liens avec Al-Qaïda, dont on parle sans jamais voir la moindre preuve. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, Tenet est allé à la Maison-Blanche et a dit « Mon Dieu, regarde ce que Bob Graham m'a dit. » Et la Maison-Blanche a répondu « D'accord, fais ce que tu dois faire. Assure-toi simplement que le résultat soit le bon. » Oh mon Dieu. Just make sure it comes out right. Good. And so these malleable managers. Et donc, on a dit à ces responsables malléables non seulement de faire une estimation, mais de la faire très vite et de la faire conformément à ce que Dick Cheney avait déjà déclaré le 26 août devant les anciens combattants des guerres étrangères. L'Iran possédait une arme nucléaire, ils étaient sur le point de l'obtenir. Toute cette histoire, c'était affreux. J'en ressens encore de la douleur en le disant. Voilà donc les personnes qui ont reçu des augmentations de salaire, des primes, les officiers du renseignement national, pour avoir fait cela. Tout ce que je dis, c'est que s'il n'y a eu aucune responsabilité pour ces mensonges, nous avons simplement eu de la chance que quelqu'un d'intelligent au Congrès se soit dit « Mon Dieu, ces néoconservateurs vont refaire exactement la même chose avec l'Iran. Bon, voyons ce qu'on peut faire. » Ils ont cherché partout un responsable inflexible, pour ainsi dire, un homme ou une femme intègre. Ils n'en ont trouvé aucun à la CIA. Alors ils sont allés au département d'État, ont trouvé un type nommé Tom Fingard et l'ont convaincu de venir faire une évaluation en amenant sa propre équipe. Dans le plus grand secret, il a, il faut le reconnaître, bénéficié cette année-là de très bons renseignements. Puis en novembre 2007, c'est le Congrès qui a publié cette évaluation, puisqu'il l'avait demandé. C'est pour cela que Bush a complètement perdu son sang-froid, pour ainsi dire, comme on dit dans le Bronx, d'accord? Qu'a-t-il fait? Il est allé en Israël et a dit à ses gens, « Oh, je ne suis pas d'accord avec cette évaluation, mais la voilà. » Et puis j'ai cité ce qu'il avait écrit dans son propre livre. Comment pouvait-il lancer une attaque contre les installations d'un pays dont la communauté du renseignement affirmait qu'il n'avait pas de programme d'armes nucléaires actif? Eh bien, il ne l'a pas dit explicitement, mais tout le ton était morose, vous voyez. Donc tout ce que je dis, c'est que j'ai vu une guerre être évitée grâce à un bon renseignement et à des personnes courageuses et intègres. Et cela s'est confirmé l'année dernière, lorsque l'évaluation a dit exactement la même chose. Et cette année, nous avons Tulsi Gabbard, qui joue en quelque sorte le rôle de gestionnaire malléable que nous avions vu à propos de l'Irak, et le Sénat qui marque de jolis petits points, comme le font les avocats. Mais que va-t-il se passer? Le Sénat et la Chambre ne tiendront personne pour responsable cette fois non plus, à cause de l'AIPAC, à cause de ce que Joe Kent a appelé le lobby israélien qui a une emprise sur ces gens. Donc, c'est à nous de jouer. Je crois que j'ai commencé à parler de Max Blumenthal avec le juge et il faisait remarquer que oui, nous progressons. Il y a beaucoup d'Américains qui savent maintenant ce qui se passe grâce à nos différents programmes. Le juge, toi, Nima Al-Khorshid, Deason, le défunt colonel Dixon, Danny Davis. C'est une richesse que nous n'avions encore jamais connue. Le problème, c'est de percer dans les grands médias, et cela n'a pas vraiment réussi. Mais je dirais que toi et le juge avez probablement aujourd'hui un lectorat ou un public plus large que CNN. Alors soyons positifs à ce sujet. Mettons tout cela en avant, diffusons-le, et petit à petit, quand les sacs mortuaires commenceront à revenir, et quand Trump commencera vraiment à s'inquiéter de ce qu'il adviendra du reste de son mandat et des élections de novembre à venir. Et une dernière chose que je voudrais souligner, Netanyahou a aussi cela à craindre. Ce n'est pas seulement une menace existentielle pour Israël, c'est une menace existentielle pour Netanyahou, sa femme et sa famille. La Cour suprême d'Israël a rejeté toutes les demandes de grâce concernant les accusations de corruption dont il est coupable et tout le reste. Il s'est tellement contredit dans ses témoignages. Il est clair que s'il perd le pouvoir en octobre ou avant, lors des prochaines élections à la Knesset, il ira en prison.
Je veux dire, je suis vraiment surpris que les juristes en Israël aient tenu bon et aient dit non, nous n'allons pas accorder cette grâce. Ils ont dit au président, non, ne le gracie pas, tu ne peux pas. Et donc, il ne sera pas gracié. Est-ce que cela entre en ligne de compte? J'en ai bien peur. C'est une menace existentielle non seulement pour Israël, mais aussi pour Netanyahou lui-même. Et comme je l'ai déjà dit, si un type commet un génocide et provoque une famine forcée, bon sang, peut-être même qu'il utilise quelques armes nucléaires contre l'Iran, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse, à moins qu'on ne le retienne d'une manière ou d'une autre. Et qui va le retenir? Ses membres du Congrès, ses sénateurs? Laissez-moi rire. Personne ne va le retenir. Trump essaiera peut-être, mais je pense que Netanyahou se contenterait de le regarder et de dire « Oui, nous prendrons votre conseil en considération, mais nous devons faire ce que nous devons faire. » Et je pense malheureusement que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'un facteur déterminant pour l'avenir de Netanyahou et de son gouvernement sera l'issue de cette guerre avec l'Iran, qui signifierait dévastation et destruction pour Israël. Et comment cela va-t-il influencer Israël? Le gouvernement de Netanyahou. Hier soir, nous avons vu Ben Gvir se rendre dans l'une des villes d'Irak, touchées par des missiles iraniens. Et là, on voit une femme lui dire « Vous portez la responsabilité de toutes ces morts. Quittez ma ville. » Et traite Ben Gvir de nazi, de nazi. Voilà ce qu'elle a dit, Ray. Ils disent « Vous êtes des nazis. Tu es le chef du mouvement de la droite. Tu es le chef du mouvement de la droite. Tu es le chef du mouvement de la droite. » Mon hébreu n'est pas très bon, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas très heureuse. Oui, elle n'était pas contente. Et tu sais, quand la douleur atteint la société, quand elle touche les gens qui ne l'avaient pas vraiment ressenti auparavant, qui ne ressentaient pas ce qu'ils ressentent maintenant, les choses changent. Parce que dans le cas de Gaza, dans le cas du Hamas, le Hamas n'était pas vraiment capable de frapper Israël aussi fort. Mais maintenant, on voit quelque chose de différent se produire. L'Iran riposte et frappe fort. Cela fait ressentir la souffrance à des gens qui n'étaient pas très conscients de ce qui se passait à Gaza. Ils étaient restés plutôt silencieux jusqu'à présent. Mais cela pourrait, à mon avis, créer une certaine forme de pression contre Netanyahou. Je pense que c'est quelque chose d'encourageant, Nima. Les citoyens israéliens sont tellement endoctrinés, tellement conditionnés et tellement favorables à des choses comme le génocide, bon sang, que je pense qu'un tel changement serait un véritable bouleversement. Je crois plutôt que ce serait comme les attaques contre l'Iran, qui renforceraient le soutien au gouvernement, parce que tu sais, on se rallie autour de lui. Donc je ne sais pas, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je pense que c'est tout de même un signe d'espoir. Cela dit, je pense qu'il faudrait des mois, voire des années, et bien plus de dévastation pour que les citoyens israéliens se détournent de leur gouvernement et disent « D'accord, là ça va trop loin ». Je ne comprends pas très bien les Israéliens, mais les sondages me disent qu'il y a encore environ 70% de soutien pour des choses comme le génocide. Cela me rend très triste. Merci beaucoup, Ray McGovern, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tom Purcell, it's never sticed. Merci.